Bonjour! Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les stratégies d'achat et de vente pour les investisseurs ayant un profil de type modéré. Avant de regarder cette vidéo, il est bien évidemment conseillé de regarder la première vidéo de cette série où je vous explique comment identifier les meilleurs moments d'achat et surtout comment déterminer votre profil d'investisseur et à quel point c'est important. Toutes vos stratégies reposent sur votre profil. Il faut donc déterminer votre profil avant de vous lancer dans l'investissement. Je vous mets le lien dans la description et je vous rajoute aussi le lien pour faire le test en ligne gratuitement et découvrir votre profil. Mais s'il vous plaît, regardez bien la première vidéo de cette mini-série parce que si vous n'achetez pas au bon moment, comme je vous le précise dans la première vidéo, toute cette stratégie tombe à l'eau. Ok? Donc c'est important d'acheter au bon moment et je vous l'explique dans la première vidéo. Alors, je vais vous donner un exemple de portefeuille conseillé pour les personnes ayant un profil de type modéré. Mais je le redis, je pars du principe que vous avez vu la première vidéo de la série et que vous avez acheté vos cryptos au bon moment. Alors, avant de me lancer dans les explications, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que j'ai besoin de vous pour la faire connaître et vous avez besoin de moi pour vous expliquer comment optimiser votre portefeuille. Donc, en vous abonnant, on s'entraide, tout simplement. Voilà. Donc, un grand merci d'avance et c'est parti. Les personnes ayant un profil de type modéré sont des personnes qui ne veulent pas prendre trop de risques, mais qui acceptent cependant de prendre des risques calculés pour optimiser leurs gains. La durée d'investissement est en général sur le long terme, mais dans ce type de profil, on peut aussi parfois surfer sur des occasions à moyen ou plus court terme. La dose de travail est un petit peu plus chargée que ceux qui ont un profil de type conservateur prudent, mais il est bien moins contraignant que ceux qui ont un profil de type agressif. Alors la première chose à faire est de sécuriser votre investissement avec des crypto-monnaies à risque faible afin de couvrir votre mise de fonds si un de vos investissements venait à échouer. Avec ce type de profil, on n'a pas besoin de mettre 80% de son portefeuille dans des monnaies à risque faible, on peut se permettre d'en mettre beaucoup moins. Alors il existe des dizaines et des dizaines de stratégies différentes. Je vais en prendre une assez simple, mais soyez bien conscient qu'il en existe des dizaines d'autres. Vous pouvez même adapter celle que je vais vous donner avec quelque chose qui résonne plus avec vous. Mais au moins vous aurez une base et vous serez inspiré. Avant de vous donner l'exemple, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui me découvrent, pour savoir comment déterminer les risques d'une crypto, savoir si c'est un risque faible, un risque modéré ou un risque élevé, vous pouvez lire mon livre pour avoir les réponses immédiates, ou sinon vous pouvez me suivre sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube parce que je parle régulièrement de ce sujet-là et j'ai d'ailleurs un article et une vidéo en préparation pour vous expliquer plus en détail à la demande générale. Voilà. Alors, reprenons notre exemple. La première chose à faire, ce sera d'acheter pour environ 30% de votre portefeuille des monnaies à risque faible. Comme, par exemple, j'insiste, c'est un exemple, vous pourriez acheter 20% de Bitcoin et 10% d'Ethereum. Supposons que votre budget est de 10 000 $. 20% de Bitcoin correspondrait à un montant de 2 000 $ et 10% d'Ethereum correspondrait à 1 000 $. Si on se fie aux statistiques, un risque faible, comme le Bitcoin et l'Ethereum, peuvent atteindre des gains de l'ordre de x2 à x4, parfois même plus, mais restons conservateurs et faisons nos calculs avec le minimum de gains possible. Et je le redis, ça c'est si vous avez acheté au bon moment. Donc on va dire que vous avez acheté du Bitcoin lorsque son prix était en dessous de 23 000 $ et de l'Ethereum lorsque son prix était en dessous de 1 600 $. Alors, pour info, au moment où je tourne cette vidéo, l'Ethereum tourne justement autour des 1 600 $ et le Bitcoin, je crois qu'aujourd'hui, il est aux alentours des 25 000. Donc, on n'est pas très loin de ça. Dans ces conditions, lorsque le prix de ces deux monnaies remontera à son ancien plus haut historique, donc son ATH, soit environ 69 000 $ pour le Bitcoin et 4 900 $ pour l'Ethereum, vous ferez environ 1 x 3 sur votre investissement. Donc ça vous laisserait avec 9 000 $ en poche. Avant même de rentrer en bull run pour aller chercher de nouveaux sommets, vous serez donc assis sur 9 000 $, de quoi protéger votre mise de fonds initiale.
Alors vous remarquerez qu'il manque 1000 $ pour couvrir votre capital initial intégralement. C'est justement ça qui fait la différence entre un profil de type modéré et un profil de type conservateur ou prudent. À ce stade, la personne de type prudent aura déjà récupéré sa mise de fonds intégralement et fait un gain de 5000 $ pour le même budget investi. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse regarder la vidéo numéro 2 de cette série où je parle des profils d'investisseurs prudents. Mais reprenons avec notre exemple. Le fait qu'il vous manque 1000 $, c'est ce qu'on appelle un risque calculé. Vous partez du principe que vous récupérez vos gains durant la deuxième partie du marché haussier, c'est-à-dire le bull run, la partie où l'on va chercher de nouveaux sommets. Et si pour une raison ou pour une autre, ça ne marche pas, alors vous acceptez de perdre seulement 1000 $, soit 10% de votre capital. Cependant, pour le moment, on a parlé seulement de 30% de votre investissement. C'est-à-dire qu'avec 30% de votre investissement, vous couvrez votre mise de fonds au complet à 10% près. Mais on n'a pas parlé des 70% restants, qui vont vous rapporter bien plus. Avec les 70% restants, vous pourriez l'investir de cette manière, par exemple. Encore une fois, c'est un exemple. 40% dans des risques modérés et 30% dans des risques élevés. Ou, si vous êtes plus conservateur, vous pourriez faire 55% dans les risques modérés et 15% dans les risques élevés. À vous de choisir la manière dont vous voulez répartir les 70% restants en fonction de votre tolérance au risque. Si votre but est de faire le plus de profit possible, alors il vous faut une plus grande répartition d'investissement dans les risques élevés. Mais attention, ça va aussi avec une gestion des émotions plus accrue. Si en revanche vous préférez rester serein et faire un petit peu moins de profit, alors il vaut mieux investir plus dans les risques modérés. Encore une fois, si on se fie aux statistiques, un risque modéré comme Polygon, Cosmos ou bien encore Chainlink peuvent atteindre des gains de l'ordre de x10 et parfois même beaucoup plus. Mais encore une fois, restons conservateurs et faisons nos calculs avec le minimum de gains possible. Quant au risque élevé, alors, ce sont eux qui vous offrent la possibilité de vous amener des x50, des x100 et même beaucoup plus. Donc je le redis, pour savoir comment déterminer les risques d'une monnaie, vous pouvez lire mon livre. Vous saurez tout sur cette technique et bien plus encore. Entre autres, vous apprendrez aussi à utiliser la stratégie d'achat asymétrique qui permet de rajouter un cran de plus pour sécuriser vos investissements, ainsi que le montant conseillé pour cette technique. Vous découvrirez aussi d'autres conseils précieux comme l'optimisation et la diversification, les différentes stratégies de vente, etc. Vous pouvez aussi me suivre sur YouTube, participer à mon groupe privé ou bien encore me suivre sur le blog. Je parle très souvent de ces sujets. Allez, parenthèse fermée, reprenons nos calculs. Si vous avez acheté pour 40% de risque modéré et 30% de risque élevé, vos budgets respectifs seront de 4000 et 3000. En reprenant la même technique que tout à l'heure, donc en se fiant au dernier sommet de chaque crypto et donc sans tenir compte des gains que vous ferez pendant le bull run, on va pouvoir faire nos calculs. Disons que vous répartissez vos 40% dans 4 monnaies différentes. Vous investirez donc 1000 $ dans chacune d'entre elles. Disons par exemple 1000 $ dans Polygon, 1000 $ dans Chainlink, 1000 $ dans Cosmos et 1000 $ dans VeChain. Les anciens sommets sont de presque 3 $ pour Polygon, 53 pour Chainlink, 45 pour Cosmos et 0,28 pour VeChain. Si vous avez bien respecté la période d'achat, vous devriez avoir acheté Polygon autour des 50 cents, Chainlink autour des 6 $, Cosmos autour des 7 $ et VeChain autour des 0,016 cents. Donc, si ces monnaies remontent à leur ancien sommet, vous faites un x6 avec Polygon, un x8 avec Chainlink, un x6 avec Cosmos et un x17 avec VeChain. Vous voilà avec 37 000 $ en poche et le bull run n'a même pas encore commencé. 37 000 plus les 9 000 des monnaies à risque faible, votre portefeuille vaut actuellement 46 000 $ et on n'a pas encore compté les risques élevés. Alors faisons le même exercice avec les risques élevés justement. Comme les risques élevés ont tendance à faire plus de profit que les risques modérés, vous pourriez couper le budget pour chaque transaction en deux afin d'acheter plus de monnaie pour diversifier encore plus votre portefeuille.
Concrètement, au lieu d'investir 1000 $ dans chaque monnaie, vous pourriez investir que 500 $ dans chaque monnaie, ce qui vous permettra d'avoir 2 fois plus de monnaies différentes et ça diluera donc les risques. Les monnaies à risque élevé sont souvent des monnaies toutes jeunes qui n'ont pas forcément vécu l'ancien cycle. C'est donc difficile d'évaluer leur potentiel. Alors on fera avec les moyens du bord, on prendra le sommet le plus haut connu, même si ce n'était pas pendant le dernier cycle. De toute manière, c'est juste pour avoir une idée, parce que rappelez-vous, on ne compte pas encore les gains potentiels pendant le bull run. Pour le moment, on se base uniquement sur l'ancien plus haut. Vous aurez donc 3000 $ que vous dépenserez dans 6 monnaies différentes pour un investissement de 500 $ chacune. Disons que vous allez investir dans Akash Network, Boson Protocol, Stacks, Hathor, BitTensor et Centrifuge. Encore une fois, si vous avez acheté au bon moment, vous avez une possibilité de gain d'environ x30 pour Akash, x45 pour Boson, x9 pour Stacks. Pour Hathor, on ne sait pas trop parce que la monnaie vient juste de sortir. Cependant, elle a déjà fait un x6 depuis le dépassement de son tout premier sommet. Pour BitTensor, c'est la même chose, c'est trop tôt pour savoir, mais elle a déjà fait un x3 depuis son plus bas. Et enfin, pour Centrifuge, on peut compter sur un x8. Donc tout ça cumulé, ça nous donne 50 500 $. Si toutes vos monnaies retournent à leur ancien sommet, et si vous les avez achetées au bon moment, votre portefeuille de 10 000 $ vaut maintenant 96 500 $ et on n'a pas encore commencé le bull run. On sort tout juste de la période d'accumulation. Cependant, ce type de gain ne tient pas compte des ventes que vous pourriez faire. Parce qu'il est évident que si vous vendez 50% de votre portefeuille pour récupérer votre mise de fonds, comme on va le voir tout à l'heure, ces gains vont diminuer puisque vous aurez 50% de jetons en moins dans votre portefeuille lorsqu'on arrivera en phase de marché haussier. Donc forcément, là, c'est la théorie. C'est si vous ne touchez à rien, que vous ne récupérez jamais votre mise, ce que je vous déconseille fortement, eh bien, votre portefeuille vaudra tant. Voilà. Mais nous, c'est pas ça qu'on va faire. Moi, je vais vous apprendre à récupérer vos profits au fur et à mesure. Donc, ça va vous faire un petit peu moins de profit. Donc, même si 2 ou 3 monnaies ne se rendent pas jusque-là, qu'elles ne retournent pas à leur ancien ATH, vous voyez par vous-même que le risque est calculé. Parce que vous récupérez votre capital initial assez facilement, finalement, sans prendre trop de risques. Vous êtes large dans vos gains potentiels. Parce que vous n'avez besoin que de 10 000 $ de gains pour couvrir votre mise de fonds. Si vous avez bien fait vos devoirs et que vous avez acheté des monnaies avec des fondamentaux solides, comme une bonne tokenomics, un fort potentiel technologique, une communauté croissante, etc., que vous l'avez acheté au début de la période d'accumulation, vous pourriez à la fin de la période d'accumulation avoir déjà un profit de l'ordre de x5 à x10 dans vos poches, et je le redis, c'est sans compter le bull run. Voyons maintenant quelle pourrait être la stratégie de vente pour les personnes ayant un type de profil modéré. Alors plusieurs possibilités s'offrent à vous, ça va dépendre de votre tolérance au risque. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que moi je fais parce que moi j'ai un profil d'investisseur de type modéré. Donc pour ma part, je récupère mes profits de la manière suivante. Je ne touche pas aux crypto-monnaies de risque faible. Je retire mon argent sur ces cryptos seulement vers la fin du bull run et on verra ça plus loin dans la vidéo. Pour les autres monnaies, voici ce que je fais. Pour les risques modérés, je vends 50% de mon portefeuille lorsque la monnaie fait un x2 et je garde le reste pour le bull run. Pour les risques élevés, je vends 25% de mon portefeuille lorsque les monnaies font un x4 et je garde le reste pour le bull run. Avec cette méthode, il est possible que je diminue un peu mes gains potentiels, mais je ne prends aucun risque. Je récupère ma mise de fonds le plus tôt possible. Ainsi, non seulement j'ai couvert mes investissements, donc tout ce qui continue à tourner ne m'a absolument rien coûté, c'est des investissements, je vais aller trop vite, ce sont des investissements gratuits, puisque j'ai récupéré mon capital initial. Mais en plus, je viens de dégager des liquidités que je pourrais réinvestir dans certains projets si des occasions se présentent pendant le reste du cycle, ce qui pourra me permettre de compenser la diminution de mes gains potentiels.
Je pourrais faire du swing trading, ou je pourrais rebalancer mon portefeuille, ou tout un tas d'autres techniques encore. Une fois la mise de fonds récupérée, je vais vendre le reste par palier en utilisant la prolongation de Fibonacci comme guide sur le Bitcoin. Oui, parce que la technique dont je vais vous parler ne s'applique que sur le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est lui qui détermine le cycle global des crypto-monnaies. Donc quand le Bitcoin passe en marché baissier, en général, les altcoins ont encore 2, 3, peut-être voire 4 semaines de beau temps à l'horizon avant de basculer elles aussi dans le bear market. Donc quand le Bitcoin montre des signes de faiblesse, eh bien, il va falloir ensuite vendre vos altcoins, donc les autres monnaies, avec un décalage de, on va dire, 2 semaines en moyenne. Alors, sur la chaîne du sommet des crypto-monnaies, on a sorti une nouvelle série qui s'appelle Rémi et Stéphanie. Dans cette série, on vous explique en détail comment utiliser des indicateurs pour déterminer plus ou moins les moments de vente idéal. Dans cette vidéo, je vais survoler l'explication pour l'un de ces indicateurs, mais si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous conseille vraiment de regarder cette série parce qu'on va passer à travers les indicateurs les plus simples possibles pour les personnes qui font du holding. Et dans chacune des vidéos, donc chacune des vidéos correspond à un indicateur, on vous explique ce que c'est, mais surtout ça vient avec un tutoriel pour vous expliquer comment l'utiliser. Donc là, on va utiliser l'indicateur de prolongation de Fibonacci pour déterminer plus ou moins les zones à risque et donc le moment où il pourrait être judicieux de vendre par palier ce qui vous reste dans votre portefeuille. Et je fais ça pour toutes les monnaies, y compris les monnaies de risque faible. Donc, pour savoir comment utiliser la prolongation de Fibonacci, regardez la vidéo adéquate sur la chaîne du sommet des cryptos. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description. Alors, dans les derniers cycles, les nouveaux sommets ont généralement été atteints aux alentours des zones de 272, de 414 et de 618 de Fibonacci. Donc, vendre 25% de votre portefeuille à chaque fois que l'on atteint ces zones pour être judicieux et sécuritaire. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de quiproquo, je le redis, on place la prolongation de Fibonacci sur le Bitcoin et c'est en fonction des zones sur le Bitcoin qu'on va décider de vendre nos autres monnaies. Bien évidemment le Bitcoin et l'Ethereum, mais aussi les autres monnaies. Parce que quand on atteint cette zone, je le redis, il y a un décalage à peu près d'environ en moyenne 2 semaines sur les altcoins. Donc à chaque fois qu'on va atteindre ces zones sur le Bitcoin, eh bien attention, parce que dans les 2 semaines qui vont venir, il y a de fortes chances qu'on atteigne ces zones aussi sur les altcoins. Autre chose qui est important, ce serait d'éventuellement garder un peu de monnaie à risque faible pour le prochain cycle. Personnellement, je ne vends jamais l'intégralité de mon portefeuille pour ce genre de crypto-monnaie. J'en garde une partie pour le prochain cycle, comme ça, si je reprends l'exemple des 30% d'achat de mes monnaies à risque faible pour couvrir mes autres investissements, étant donné qu'il m'en restera encore au prochain cycle, je pourrais acheter seulement 20% de risque faible au lieu de 30 et placer les 10% restants dans une autre monnaie à risque plus élevé. Jusqu'à présent, on ne redescend jamais aussi bas que le bottom du cycle précédent. Donc, si vous avez acheté vos bitcoins en dessous de 20 000 $ par exemple, il y a très peu de chances que le bitcoin redescende aussi bas au prochain cycle. En général, le Bitcoin perd environ 80% de sa valeur. Donc si le Bitcoin atteint un nouveau sommet aux alentours de 100 000 $ par exemple, eh bien, il y a peu de chances qu'il redescende en dessous des 20 000. Par contre, pour les autres monnaies, il est préférable de tout vendre parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Une régulation, une faillite, un piratage, c'est vite arrivé. Donc personnellement, je garde environ 10% de Bitcoin, 5% d'Ethereum et je vends tout le reste en intégralité. Sauf si une nouvelle monnaie devient une monnaie à risque faible dans les prochaines années. Dans ce cas-là, je réviserai mon jugement. Mais pour le moment, je me concentre uniquement sur le Bitcoin et l'Ethereum pour couvrir mes arrières. Alors, pour ceux qui me suivent dans mon groupe privé, vous allez me dire que c'est pas vrai, je ne possède pas autant de monnaies à risque faible dans mon portefeuille. Et oui, vous avez raison. C'est parce que j'ai fait plus de 20 000% de gains avec les BNB au dernier cycle. Donc mes investissements actuels sont déjà couverts par ce qui me restait du dernier cycle. Donc c'est ce que je vous explique. Je n'ai pas eu besoin d'en racheter durant ce cycle.
D'ailleurs, si vous ne faites pas encore partie du groupe privé, rejoignez-nous. Je partage tout ce que je fais avec vous en direct et pour toute transparence, je mets mon portefeuille à votre disposition. Dernière chose importante avant de tout récapituler. Tous les capitaux que vous sortez peuvent être réinvestis pendant la durée du cycle en entier. C'est ce qu'on appelle rééquilibrer son portefeuille. Ça vous permet d'optimiser encore plus vos gains. Par exemple, vous pourriez réinvestir les profits faits sur une monnaie dans une autre monnaie qui n'a pas encore performé. Cependant, cette stratégie nécessite une vidéo à elle toute seule. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur cette stratégie, suivez ma chaîne YouTube et mon blog parce qu'une vidéo et un article sont en cours de préparation aussi. Ok, alors résumons tout ça. Voici donc une des nombreuses, j'insiste sur le mot nombreuses stratégies qui pourrait convenir à une personne avec un profil de type modéré. Acheter au début de la période d'accumulation environ 20% de Bitcoin, 10% d'Ethereum, 40% à dispatcher dans des monnaies à risque modéré et 30% dans des monnaies à risque élevé. Bien évidemment, vous devez faire vos recherches fondamentales pour savoir dans quelle monnaie investir, parce que là, on tient compte que vous investissez dans des monnaies solides. Si vous investissez dans des shitcoins, la stratégie n'est pas du tout la même, d'accord? Si vous investissez dans un narratif qui est sur la fin, la stratégie n'est pas du tout la même. Ok? Donc, il faut faire vos recherches fondamentales. Ça ne vous dispense pas, les stratégies que je vous donne ne vous dispensent pas de faire vos recherches. Ensuite, on vend 50% de son portefeuille pour chaque monnaie à risque modéré lorsque le prix fait un x2, ou alors on vend 33% de chaque monnaie, donc de type modéré, lorsque le prix fait un x3. Pour les cryptos à risque élevé, on pourrait vendre 25% de chaque crypto lorsque la monnaie fait un x4. Ensuite, pour toutes les monnaies, y compris les risques faibles, on pourrait vendre 25% de chaque monnaie pour chaque zone de Fibonacci atteinte sur le Bitcoin. Et je le redis, il peut y avoir un petit décalage entre 1 et 3 semaines, donc avec une moyenne de 2 semaines, sur vos altcoins. Donc quand le Bitcoin arrive dans une zone à risque, eh bien surveillez bien vos altcoins parce qu'on n'est pas très loin d'une correction. S'il vous reste encore des avoirs après qu'on ait atteint le nouveau sommet de chacune de ces cryptos et qu'on bascule en marché baissier, alors vendez tout ce qui vous reste à ce moment-là, sauf pour les monnaies à risque faible, comme on l'a vu précédemment. On rentre en marché baissier lorsqu'on dépasse le creux le plus bas du bull run. Souvent, ça correspond à la cassure vers le bas du niveau 0,618 de Fibonacci. Par exemple, comme vous pouvez le voir à l'écran, en 2022, la cassure se situe aux alentours des 29 000 $ pour le Bitcoin. Donc là, quand on arrive dans cette zone-là, ne vendez pas tout de suite. Attendez un peu, attendez un retest. Parce que comme vous pouvez le voir, dans la dernière correction, on était descendu dans cette zone, mais on a rebondi dessus et on est remonté pour une nouvelle jambe haussière. Donc, ça serait dommage de vendre trop tôt. Donc, pour ce faire, vous attendez qu'il y ait une cassure à ces niveaux-là. Vous attendez qu'on vienne la retester, c'est-à-dire on va toujours, c'est un niveau tellement important qu'on va toujours la retester. Retester, ça veut dire qu'on va remonter vers la cassure. Et là, il y a deux solutions. Soit on rebondit et on repart en jambe haussière, donc ne vendez pas, attendez le haut de la jambe haussière. Soit on part vers le bas et dans ces cas-là, c'est qu'on passe en marché baissier et c'est à ce moment-là que vous vous débarrassez de toutes les cryptos qui vous restent, sauf les risques faibles. Même si vous êtes à perte, c'est plus judicieux de vendre tout ce qui vous reste à ce moment-là parce que vous allez dégager de la liquidité que vous pourrez réinvestir dans la prochaine période d'accumulation et ça comblera largement les pertes que vous pourriez avoir. Mais si vous avez bien fait les choses et acheté au début de la période d'accumulation, vous ne devriez même pas vendre à perte. Je vous rappelle que j'ai mis au point un plan d'action relié aux différents profils d'investisseurs, ce qui vous permettra de simplifier vos démarches et vous assurer de bien suivre chaque étape correctement. Entre autres, vous recevrez un email lorsqu'il sera temps d'acheter et un email lorsqu'il sera temps de vendre. Vous n'aurez donc plus aucune excuse pour ne pas réussir vos investissements. Donc si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à créer votre propre plan d'action, vous pouvez prendre le mien. Je vous mets le lien donc dans la description. Cependant, que ce soit le mien ou pas le mien, on s'en fout. Vous ne pouvez pas investir sans plan d'action.
Il vous en faut un. Tout ce que je viens de vous expliquer, ça se détermine à l'avance. Vous faites pas ça pendant le bull run, vous n'aurez pas le temps. Voilà. Alors, on a fait le tour pour le profil de type modéré. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui traitera des profils de type agressif. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, c'est le meilleur moyen de me remercier. Sur ce, à très vite dans la prochaine vidéo. Bye!